Ça y est, il est là, le Sony A7 IV est enfin là. Après des années d'attente, on est content de le voir sortir et honnêtement, je suis assez bluffé parce que je pense qu'il pourrait même remplacer mon Sony A1 dans certains cas et je suis waouh, OK, je pense que si tu fais de la photo et même de la vidéo, tu vas être vraiment content d'avoir cette option maintenant. Alors ensemble, on va voir tout de suite quels sont les specs, qu'est-ce qu'il y a de nouveau parce qu'il y a plein de choses de nouvelles et est-ce que tu devrais investir ou pas ou alors est-ce que tu l'oublies complètement? Alors si tu es prêt, on se lance tout de suite. Ouh! Enfin, quelle belle surprise. Bienvenue. Si tu ne me connais pas, mon nom est Pierre Telembert, je suis un photographe d'aventure et de voyage et j'ai eu l'occasion de tester le matos Sony dans des conditions extrêmes et variées au cours des années. Et aujourd'hui, je suis content de partager avec toi cette nouveauté, de voir ce qu'il y a un petit peu de nouveau. Chose importante que tu dois savoir, toutes les photos que tu vois dans ces vidéos ont été prises par moi, retouchées par moi avec mes presets Lightroom qui sont disponibles dans la description. Ce n'est pas de l'IA, ce ne sont pas des photos d'une base de données. Je tiens à le dire parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on voit sur le net dernièrement. Mais voilà, c'est moi avec mon appareil dans la boue, dans la neige, etc. qui prend ces photos. Donc, premier gros changement, qu'est-ce qu'on a sur le A7 V? On a un nouveau capteur semi-empilé de 33 millions de pixels avec un nouveau processeur. Avant, on avait deux processeurs, maintenant, et l'IA. Maintenant, ils ont tout mis en un processeur qui est amélioré, qui est plus performant, qui consomme moins, qui a de l'IA intégrée. Donc, on se retrouve avec une vraie bête de course, j'ai envie de dire. Et le capteur semi-empilé, si tu ne sais pas ce que ça veut dire que l'information peut être enregistrée plus rapidement, ce qui va nous permettre, par exemple, d'avoir des objets en mouvement très rapide avec un obturateur électronique, d'avoir moins de déformations lors de ces prises de vue. Voilà, j'essaie de simplifier, mais en gros, nouveau capteur, nouvelle plage dynamique. On va avoir 16 stops de plage dynamique en photo. En vidéo, ça a été un petit peu amélioré aussi, mais Sony ne m'a pas dit exactement. Ils disent que c'est entre 15 et 16 en gros, mais ils n'ont pas donné un chiffre exact. Ensuite, on va avoir quelque chose que je tiens à dire dès le début parce que je trouve que c'est un des plus gros changements et des plus importants. Ça va être au niveau de la prise de photo. On a une rafale jusqu'à 30 images par seconde sans blackout en RAW et avec le mode pré-capture. Le mode qui existe sur le 1.1.2, sur le A9.3, il est disponible là-dedans. Et ça, c'est génial. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est pré-capture, je t'explique. Imagine, il y a un oiseau sur une branche. Tu veux prendre une photo, tu attends, tu fais ta mise au point. L'oiseau part, tu appuies sur le bouton parce que tu le voulais en plein moment où il s'envole. Et en fait, tu l'as loupé. Pourquoi? Parce que le temps que tu vois l'oiseau qui s'envole et que tu appuies, tu loupes la photo. Donc voilà. Avec le pré-capture, ça te permet de revenir en arrière dans le temps. C'est comme si tu prenais des photos en arrière, jusqu'à 1 seconde en arrière. En gros, le pré-capture va mettre en mémoire tampon des photos en plein RAW, en pleine résolution, jusqu'à 30 images par seconde. Donc ça veut dire que tu peux remonter 30 images en arrière, donc 1 seconde entière, ou alors tu peux décider 1 demi-seconde ou 0,1 seconde. Bref, tu vas pouvoir, tant que tu fais ta mise au point, que l'appareil fasse cette mémoire tampon et te permette finalement de revenir en arrière. Donc ton petit oiseau qui s'est envolé, tu l'as en plein envol, ce qui est génial. J'avais pu jouer beaucoup avec sur le A1.2 et c'était vraiment quelque chose que j'appréciais énormément. Si tu fais de la photo animalière, c'est un vrai game changer, comme on dit en anglais. C'est vraiment quelque chose qui va changer la donne. Pour moi, c'est vraiment génial de le voir dans un boîtier à moins de 3 000 €, de le voir disponible pour nous en RAW, sans blackout. Bref, c'est quelque chose qui est top. Et tu peux même configurer un bouton spécifique pour justement activer ce speed boost de 30 images par seconde et le pré-capture. Donc, tu n'as plus qu'à appuyer sur un bouton et boum, tu peux passer de n'importe quel mode à ce mode ultra rapide avec le pré-capture. Personnellement, dans mon utilisation et pour de l'animalier, ce serait génial, quoi. C'est vraiment génial d'avoir ça à ce prix-là. En parlant du prix, le prix de lancement, c'est à peu près 2 999 €. Il y a un petit lien dans la description vers IPLN. Tu peux regarder le prix actuel, voir s'il y a une promo aussi. Et tu peux même utiliser mon petit code créateur Pierre qui permet d'apporter ton support à cette chaîne et aux vidéos que je crée. Donc merci si tu le fais. IPLN, c'est un super magasin que j'apprécie énormément avec une équipe géniale. Maintenant, pour configurer tout ça, si tu es un petit peu perdu, ne t'inquiète pas, j'ai préparé une masterclass complète pour le Sony A7 V. Je vais te guider pas à pas dans tous les réglages, comment tu peux les utiliser, dans quel cas, à quoi ils servent et je vais même partager mon fichier de réglage avec toi pour que ça aille beaucoup plus vite ta prise en main et que tu puisses te faire plaisir et que les choses ne restent pas trop compliquées. On décrypte tout ensemble. J'ai configuré l'appareil pour toi, pas à pas avec toi. Rejoins-moi dans cette masterclass. On va prendre notre temps, on va aller pas à pas à travers tous les menus. Ça te coûte pas cher et tu as accès à vie et tu peux le regarder quand tu veux, d'où tu veux et vraiment essayer de
prendre en main ton appareil comme il le faut. Autre grand changement, on a une amélioration de l'obturateur. Et oui, l'obturateur mécanique est maintenant amélioré par rapport à A7 IV. Apparemment, il y avait pas mal de problèmes sur le A7 IV de l'obturateur qui s'abîmait très vite. Là, il a été noté à 500 000 photos. Je crois que c'est une amélioration d'à peu près 2 ou 5 fois par rapport à ce que c'était avant sur le A7 IV. Donc, c'est vraiment pas mal. Et derrière tout ça, il y a aussi une amélioration de la partie thermique de l'appareil, c'est-à-dire une meilleure dissipation de la chaleur pour qu'en vidéo, tu aies moins de problèmes, tu puisses shooter plus longtemps sans que l'appareil surchauffe. On continue avec un autre changement, la stabilisation du capteur. On est maintenant sur 7,5 stop au centre et 6,5 en périphérie du capteur. Donc une amélioration claire par rapport au A7 IV. Et ensuite, on va avoir aussi un nouveau format RAW qui est un petit peu plus compressé, un petit peu plus léger. Je sais juste que ça prend moins de place, c'est plus rapide, donc génial. Et on a une fonctionnalité de composition de RAW, de composite en fait, de RAW. À l'intérieur de l'appareil, tu vas pouvoir faire de la réduction de bruit à travers un mode qui va prendre plusieurs photos en RAW. Et à travers le logiciel Sony, tu peux les réassembler ensemble. Ça, c'est nouveau. J'ai pas eu le temps encore de trop jouer avec. Mais c'est intéressant, je me demande un peu quelle est la différence par rapport à du bracketing et à le faire dans un autre logiciel. Mais d'après Sony, ce qu'ils m'expliquaient, c'est qu'eux, ils connaissent beaucoup mieux leurs fichiers, ils connaissent beaucoup mieux leurs appareils, ce qui leur permet d'avoir un avantage par rapport à le faire avec un fichier RAW classique et le faire dans un autre logiciel comme Topaz, Denoise, etc. à travers leur logiciel Sony, qui est gratuit d'ailleurs. Ça se fait beaucoup mieux et c'est beaucoup plus précis parce que justement c'est propriétaire à Sony. On a aussi des nouveaux looks créatifs qui vont être par exemple Film 2, etc. qui te permettent de changer un petit peu le look de tes JPEG et tes photos en HEIF. Sympa si tu veux jouer avec, un petit peu dans l'ambiance Fuji, j'ai envie de dire, où ils essayent de créer des recettes qui permettent à l'utilisateur de prendre une photo et de l'utiliser directement sans avoir à passer par la case retouche. L'autofocus a été amélioré avec les derniers algorithmes. Oui, c'est génial. Oui, on a la détection de tous les sujets de l'IA avec l'IA, etc. C'est clairement quelque chose de bien et qui est présent dans tous les derniers boîtiers Sony. On a combien? 759 points de détection qui représente à peu près 80% de l'écran. Donc vraiment quelque chose qui va bien reprendre tout l'écran en compte. Je me suis retrouvé dans des situations où vraiment le point de focus, il faisait la mise au point tout en haut de l'écran, vraiment sur les limites. Donc vraiment bien de savoir que tu peux utiliser quasiment tout l'écran. Ce que je dois dire, c'est que les écrans ont été améliorés puisque maintenant, on a l'écran à l'arrière qui pivote complètement, d'accord, sans avoir à sortir sur le côté, génial. Et en même temps, il peut aussi se retourner. Donc, tu vas vraiment pouvoir jouer avec dans toutes les circonstances, un peu comme un A7R5. En fait, c'est exactement comme un A7R5. Et c'était un désavantage, par exemple, du A7C2 où tu peux que le faire passer sur le côté, tu ne peux pas le tirer vers toi. Bon, c'est pas tout le temps nécessaire, mais si tu veux être plus compact, ça prend moins de place d'être comme ça, en fait, tac, que de devoir le faire passer sur le côté. L'écran a été amélioré, on a 2 millions de points là, la résolution est vraiment meilleure. Enfin, je trouve qu'à l'expérience, c'est vraiment beaucoup plus agréable que ça ne l'était avant. Le viewfinder, c'est-à-dire le petit œillet, je ne vois pas une différence drastique, mais vraiment sur l'écran à l'arrière, moi je vois la différence et ça fait vraiment plaisir d'avoir enfin un écran de meilleure qualité sur les boîtiers Sony. Au niveau vidéo, terminé le crop à 60 images par seconde et 50 images par seconde. Maintenant, on est en full frame, en 4K 60 images par seconde, no problem. Mais en 4K 120 images par seconde, maintenant déjà on a la 4K 120 images par seconde, on va être limité à un crop APS-C, donc recadrage en APS-C 1,5 fois. Est-ce que c'est la fin du monde? Non. Est-ce que ça va embêter certains? Oui, c'est sûr. Et on a aussi le Dynamic Active Stabilization, donc la stabilisation dynamique qui permet vraiment d'améliorer les choses comparé à la stabilisation normale. Au détriment d'un petit, ou plutôt au prix d'un petit recadrage dans ton image. On a aussi le recadrage IA, le auto framing, qui est vraiment intéressant. C'est intéressant parce que tu vas du coup filmer par exemple la scène tout entière et l'appareil va lui-même recadrer et te suivre dans l'image. C'est vraiment intéressant. Je pense que c'est pas mal pour les gens qui shootent seuls. Ça m'a assez bluffé et en plus ça te ressort une image en 4K
Donc ça fait de l'oversampling et puis après ça fait de l'amélioration un petit peu. Mais franchement, c'est vraiment quelque chose que je trouve intéressant et tu peux même lui dire écoute, je veux que tu recadres vers moi ou que tu te rapproches du plan toutes les 15 secondes, toutes les 30 secondes. On en parle en détail dans la formation sur la masterclass Sony Alpha. Je te montre un petit peu comment ça marche, mais c'était vraiment intéressant. Et enfin, au niveau de l'amélioration des connectivités, on a maintenant 2 USB-C ici que tu vas pouvoir utiliser de manière interchangeable. Par exemple, tu peux en mettre un pour l'alimentation et un autre pour le transfert de data ou le streaming. Enfin bref, c'est assez intéressant d'avoir cette nouveauté. C'est la première fois qu'on voit ça chez Sony. C'est tout nouveau. Et enfin, on va pouvoir aussi parler un petit peu de la durée de vie de batterie qui a été améliorée à cause de la partie changement de processing et de capteur. Ils ont pu améliorer finalement les performances de la batterie. La batterie elle-même ne change pas, ce qui est génial à travers tous les appareils Sony, c'est toujours la même chose. Donc Sony dit il y a à peu près 630 photos avec le viewfinder, 750 photos que tu peux faire sur une batterie avec l'écran à l'arrière. D'ailleurs, je suis surpris qu'avec l'écran à l'arrière, ça pompe moins d'énergie qu'avec le viewfinder. C'est intéressant avec le Yeti. Voilà, je pense que franchement, même le A7 IV, la durée de vie de batterie était bonne, donc l'amélioration est bienvenue, mais ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire, entre guillemets, pour justifier un upgrade. Et enfin, dernièrement, tu sais que j'aime bien mettre les appareils sous la pluie. L'appareil est aussi tropicalisé, donc voilà, normalement, sous l'eau, dans la pluie, dans la neige, dans la poussière, on ne devrait pas trop s'inquiéter. Mais à voir dans les conditions réelles. Je suis encore en train de tester de ce côté-là. Dis-moi ce que tu penses un petit peu de toutes ces nouveautés. Est-ce que c'est quelque chose qui tu te dis waouh, c'est génial ou pas du tout? J'ai trouvé aussi des nouvelles petites fonctionnalités dans les menus qui étaient vraiment bienvenues. J'en parle en détail dans la masterclass Sony Alpha et j'en parle aussi rapidement dans une vidéo qui arrive sur les réglages essentiels du Sony A7 V. Tu verras, il y a pas mal de petits changements. Vraiment bienvenus. Je trouve que Sony a écouté pas mal de feedback et les a intégrés. Maintenant, pour qui cet appareil va être? Pour moi, cet appareil va être pour les pros, pour les semi-pros, ceux qui veulent un deuxième boîtier, ceux qui ont besoin de ce pré-capture, de cette possibilité de shooter à 30 images par seconde sans blackout avec le pré-capture. Donc si tu fais de l'animalier, si tu fais du sport, de l'événementiel, c'est un boîtier qui va venir être là pour toi. Comme je disais aussi, le changement de capteur semi-empilé nous permet d'avoir moins de déformations lorsqu'on est en obturateur électronique. Sony m'a même dit, écoute, tu peux le laisser quasiment tout le temps, celui-là, en obturateur électronique. Tu ne verras pas vraiment de différence avec l'obturateur mécanique. J'étais assez surpris, je suis encore en train de tester là-dessus, mais effectivement, pour l'instant, ça se passe très bien. Encore une fois, si tu ne te sens pas frustré par ton appareil actuel, pas besoin d'upgrader, mais si tu viens d'un A7 IV, d'un A7 III, c'est vraiment le jour et la nuit sur pas mal de fonctionnalités, mais je te parlerai un petit peu plus en détail dans mon expérience terrain dans l'autre vidéo. Si tu veux aller plus loin dans les réglages, rejoins la formation Sony Alpha. Il y a le petit lien dans la description. Je vais tout expliquer en détail à travers les menus, te partager ma configuration. Et n'oublie pas, un nouvel appareil ne remplacera pas un voyage, une expérience, la pratique. Bref, regarde cette vidéo après si tu veux tout comprendre sur ton autofocus. Regarde celle-là pour éviter les plus grosses erreurs et aller plus loin sur le A7 V et ou aller plus loin sur le A7 V. Et ceci étant dit, sors, va prendre des photos et c'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose de différent. Je te retrouve dans la prochaine. Ciao!